Ladies and gentlemen, please welcome Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le présentateur de la BBC animant la session suivante. Alan Besuja. a very good morning to you. Bonjour à tous, ou peut-être déjà bon après-midi, je suppose, vu l'heure. Je remercie d'avance, évidemment, les participants à ce panel tout à fait stratégique, en l'occurrence sur le sujet agricole. Alors, comme vous l'avez entendu, mon nom est Alan Cossage de la BBC, et nous essayons de relater des chroniques sur les sujets d'actualité les plus importants dans le monde, mais faisons en sorte que l'Afrique, replacée dans son contexte mondial, soit évidemment également sous les feux de la rampe le plus souvent possible. Alors, le plus souvent, lorsque l'on anime ce genre de panel, on décrit toute une série de notes et de questions qu'on ne veut absolument pas oublier. Mais cette fois-ci, j'ai décidé d'en faire fi parce qu'avec le panel en face duquel je me trouve aujourd'hui, eh bien, il s'agit de personnalités à propos desquelles on ne peut qu'éprouver une certaine passion, d'une part, mais d'autre part, des frustrations évidentes à propos des sujets peut-être vont surgir assez spontanément. Je commencerai par vous présenter tout d'abord à ma gauche quelqu'un qui a passé beaucoup de temps chez Unilever et maintenant travaille pour Amateon Agri-Holding, une société basée en Allemagne. Donc, un tour d'applaudissements pour Frank Brackett, directeur des investissements. Juste à côté de lui se trouve l'éminent Nelson Masson, ministre de la Forêt, de l'Environnement et de la Protection des ressources naturelles dans notre République du Gabon, notre État hôte aujourd'hui. Merci à vous, Monsieur le ministre. Et j'aimerais également vous présenter à Moussa Seck, qui est président de la société Pan-African Agribusiness and Agro-Industry Consortium au Kenya, mais il est néanmoins basé à Dakar, si je ne m'abuse. Alors, ma première question. 50 ans après que la plupart des pays africains soient devenus indépendants, pourquoi sommes-nous encore en train de discuter de l'importance ou de la pertinence de l'agriculture, Monsieur Moussa Seck? Pourquoi en sommes-nous encore au stade de la pertinence du sujet d'une agriculture dynamique? Votre question est fondamentale et c'est la question que se posent tous les Africains. En résumé, aujourd'hui, nous sommes 1 milliard d'Africains et nous produisons que 500 millions de tonnes de produits alimentaires, alors qu'il nous en faut 1 tonne par personne et par an. Donc nous accusons un déficit de 50%. Et pourquoi ça ne s'est pas fait? Parce que pour une transformation réelle de l'agriculture en Afrique, il faut qu'on ait une compréhension collective du rôle, de l'importance de l'agriculture en Afrique. Parce que l'agriculture n'est pas le premier système de production alimentaire à nourrir l'homme. Le rôle premier de l'agriculture, ce n'est pas de nourrir l'homme. Le premier rôle de l'agriculture, c'est de pouvoir libérer du temps. C'est pouvoir libérer des bras pour faire autre chose. Je m'explique. Avant. So basically what you're saying is agriculture developing means that majority of the Donc vous êtes en train de dire que développer l'agriculture, en fait, implique de justement démobiliser une partie de la population pour faire d'autres activités. C'est tout le clan qui passait toute la journée à chercher de la nourriture. Et le jour où l'homme a cultivé, c'est-à-dire a fait de l'agriculture, a mis sa production dans les greniers, il s'est posé 2 questions. Que vais-je faire maintenant avec le surplus de temps que j'ai devant moi? Que vais-je faire avec le surplus de bras que j'ai devant moi? Voilà pourquoi le rôle premier de l'agriculture, c'est de libérer du temps et des bras. Alors, quand par exemple vous êtes dans un pays où 60% de la population, 70% de la population vit dans le monde rural, nous n'avons que 30% de la population pour faire autre chose. Donc l'agriculture, pour effectivement nourrir la population, nous n'avons pas besoin de 70% de la population. C'est aberrant. Nous avons besoin que de moins de 10% de la population pour faire cela.
et libérer donc les autres 60% pour faire autre chose dans les autres secteurs. Voilà le rôle principal de la culture. So the way agriculture is constructed at the moment, Donc, vous voulez dire que la façon dont l'agriculture est conçue en ce moment ne fait pas sens? Pas de sens. La plupart des pays industriels aujourd'hui développés qui ont maîtrisé la production agricole, c'est moins de 10% de la population qui est dans l'agriculture. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas important. Ça veut dire simplement qu'avec la technologie, avec toutes les stratégies, nous pouvons le faire. Mais ce qui est important pour conduire à cette réponse-là, c'est que l'agriculture est considérée comme une priorité. Non, maintenant il faut descendre plus bas. Il faudrait que la culture soit désormais une conditionnalité. Parce que sans elle, il n'y a pas d'ambition. Sans elle, il n'y a pas d'espoir. so basically what you Donc, en d'autres termes, ce que vous voulez dire, cette idée selon laquelle les gouvernements essayent de rendre l'agriculture, le secteur agricole comme prioritaire, est en fait défectueux. Défectueux comme approche, comme système. C'est ça que vous voulez dire? Ils vous diront toujours que la culture est une priorité. Mais ce n'est jamais fondamentalement une priorité. Parce que si vous regardez le budget qui est consacré à la culture, c'est véritablement inférieur à tous les autres budgets, y compris le budget de la santé. Si vous regardez, si vous allez à l'Assemblée, au gouvernement, vous avez le ministre de la Culture, il est au 15e rang. Si vous allez à l'université, vous avez 10 fois ou bien 20 fois plus d'étudiants dans les langues en portugais, dans les langues en espagnol, dans les langues en anglais. Quand vous allez maintenant à l'Institut agronomique, vous avez une centaine seulement d'étudiants. Donc voilà, en fait, les éléments qui montrent que la culture doit être une priorité. very interesting point. Point de vue très intéressant, merci. Maintenant, je vais me tourner dans quelques instants vers le ministre Messone pour voir comment est-ce que le ministère de la Faune et de l'Environnement au Gabon aborde ou gère ces problématiques. Maintenant, si l'on essaie de réfléchir un petit peu à la façon dont les Chinois, par exemple, ont réussi à faire en sorte que toute leur population bénéficie des politiques agricoles autant que possible, peut-on faire un lien? Oui, j'aimerais d'abord faire un lien avec votre première question tout d'abord. Il est évident qu'il ne s'agit pas ici d'un débat remontant à 50 ans plus tôt. Nous sommes effectivement bien au-delà de l'ère de la colonisation, mais après tout, l'Afrique reste tout de même... Disons que ce débat reste d'actualité pour l'Afrique parce que pourquoi la classe moyenne et métropolitaine a tendance à négliger finalement les questions liées au secteur agricole. Et pourquoi? La Chine peut jouer ici un rôle important. C'est depuis les années 80, les années 90 et plus tard, le monde entier se tournait vers la révolution dite verte, se déroulait en Asie de façon générale, mais en Chine en particulier. Et il faut savoir que l'on a tout de même réussi à extraire de la population énormément de gens, le taux de pauvreté étant descendu de 30 à 3% en quelques décennies. Donc, il s'agit bien sûr d'une politique tout à fait clé et vitale que celle du secteur agricole. Donc, il est inévitable de parler, bien entendu, du développement. On ne peut pas parler du développement économique africain sans parler du développement du secteur agricole. Et donc, c'est devenu une évidence. Oui, mais en même temps, Monsieur Bregan avait l'air de dire qu'il fallait tout de même, autant que possible, faire sortir les gens du secteur agricole, justement, pour favoriser l'évolution des autres secteurs, étant donné que moins de 10% de la population est contenue. Écoutez, je pense qu'il est difficile de donner une réponse aussi manichéenne et tranchée. Tout n'est pas noir et blanc, bien sûr. Une population de plus en plus marginale de la population est concernée. On a assisté à des exodes ruraux et des migrations de population énormes, mais en même temps, il vaut mieux plutôt que de dire où chercher des solutions et, si vous voulez, agrégatives. Je pense qu'on doit vraiment s'assurer que le secteur agricole fasse partie intégrante de ces changements et ces transformations économiques à valeur ajoutée, tout en s'assurant que ces transformations ne poussent pas une partie des agriculteurs vers des métiers ou des profils moins intéressants encore, peut-être dans le secteur agricole secondaire, justement, ou industriel, et qu'on ne force pas certains agriculteurs épanouis à devenir soudain un conducteur de camion ou autre. Donc, en résumé, si votre secteur agricole grandit plus vite que les autres secteurs de l'économie, alors le taux de pauvreté ne peut faire qu'augmenter. Alors maintenant, laissez-moi me tourner de nouveau vers la République gabonaise. Bien entendu, soit dit en passant encore tous nos remerciements aux
peuple du Gabon et aux organisateurs de ces conférences pour leur chaleureux accueil à cette conférence. Donc, monsieur le ministre, votre pays représente tout de même 80% de surface sylvestre. Alors, vous avez là évidemment un potentiel énorme qui demande à être converti en dividendes, entre guillemets. Alors, comment tirer le meilleur profit possible de ces immenses étendues de terrain qui pourrait finir par être le poumon nourricier du reste de la planète ou d'une bonne partie de la planète? Alors, c'est une question très intéressante qui se trouve bien entendu au cœur de nos politiques de développement économique. Personnalités qui sont exprimées depuis le début de ce forum ont mis l'accent sur la vision. Le président de la République gabonaise a articulé cette vision qui repose sur 3 piliers, dont le Gabon vert. Le Gabon vert est un pilier qui repose, bien sûr, sur la nécessité de développer de manière synergique, cohérente, complémentaire, à la fois l'agriculture, l'exploitation forestière et d'autres secteurs qui sont liés à cette vaste forêt dont vous avez fait état tout à l'heure. La forêt gabonaise est bien sûr un des principaux atouts pour le développement agricole du Gabon. C'est 88% de surface territoriale. Mais nous ne devons pas nous précipiter dans les décisions que nous allons prendre pour utiliser cette forêt au profit de l'agriculture. Nous avons le risque de la marchandisation des forêts agricoles ou des espaces agricoles, comme cela se fait dans d'autres pays, qui peuvent avoir après des effets néfastes sur le développement à long terme, parce que va se poser des problèmes d'accès pour les populations rurales et ainsi de suite. Donc, dans la vision du Gabon vert, du développement agricole qui est la nôtre, nous devons d'abord nous appuyer sur la gestion durable de ces forêts, qui ont été des forêts traditionnellement allouées à l'exploitation forestière. Aujourd'hui, nous avons un modèle intéressant qui s'est développé avec une entreprise d'agro-industrie, l'entreprise Olam, avec laquelle le gouvernement est rentré dans un dialogue, d'abord pour affecter les terres qui allaient être allouées à cette activité, mais aussi dans un dialogue participatif avec les populations pour qu'elles ne soient pas lésées par cette décision. Donc nous avons là un exemple intéressant de développement agricole. Mais le Gabon s'inscrit aussi dans une démarche de responsabilité parce que nos forêts ne sont pas seulement nécessaires pour l'agriculture. Nos forêts sont nécessaires aussi pour l'équilibre de la planète. Les forêts gabonaises font partie du bassin du Congo qui est l'un des principaux poumons de la planète. Donc si nous nous lançons dans un développement agricole qui ne tient pas compte de ces services écologiques que la forêt gabonaise fournit à la planète, là aussi nous sommes sur le mauvais chemin. Le Premier ministre tout à l'heure évoquait les dimensions du développement durable qui sont la dimension économique, la dimension environnementale et la dimension sociale. Donc nous devons tenir compte de cela dans la manière dont nous exploitons nos forêts pour le développement agricole. Donc voilà, je pense, ce qu'est aujourd'hui le processus, l'orientation générale que prend le développement agricole au Gabon. Bien sûr, il y a un ensemble d'actions, de projets, de plans d'action qui sont mis en œuvre par le département en charge de l'agriculture. Right. And I'd like you to come in, Mr. Moussaousek, and you've heard what the minister is saying. Oui. Bien, alors je voudrais revenir peut-être en partie sur ce que vous disiez. En tant que représentant du secteur privé, où voyez-vous les opportunités de collaboration entre le gouvernement et le secteur privé? Je sais que vous avez beaucoup voyagé. Et donc, vous avez sûrement des suggestions à ce propos. On entend que les États africains sachent qu'il y a des secteurs qu'il faudrait effectivement rendre au secteur privé, notamment le secteur de l'agriculture.
Aujourd'hui, l'institution ou bien l'organisation que dirige a pour rôle de mobiliser et d'engager le secteur privé africain dans l'agriculture. Pourquoi est-ce fondamental? Mais c'est fondamental parce que nous devons avoir une autre compréhension de l'agriculture. L'agriculture, ce n'est plus la ferme agricole. Donc, dans tous les programmes nationaux de développement agricole, l'État se résume à distribuer des engrais, à distribuer du petit matériel. Et ça, ce n'est pas l'agriculture. L'agriculture, c'est toute une chaîne de valeur. C'est les semences, c'est les machines, c'est le transport, c'est les banques, c'est les industries, hein, c'est les transactions. L'agriculture, donc, c'est tout un schéma. Alors, en Afrique, nous avons péché par un grand problème parce que nous avons toujours considéré que la ferme agricole était le noyau, était le nerf de la guerre de l'agriculture. Ce n'est pas tout cela. Alors donc, c'est la raison pour laquelle c'est le secteur public qui a le rôle de jouer ce grand rôle-là. Parce que nous ne verrons pas l'État dans les semences, nous ne verrons pas l'État dans les machines, nous ne verrons pas l'État dans les industries, nous ne verrons pas l'État dans les financements. Donc voilà donc pourquoi c'est le secteur privé qui doit prendre ce rôle, pour deux raisons fondamentales. La première raison, c'est que le secteur privé a de l'argent pour mettre dans la culture, et la culture a besoin d'argent. La deuxième raison, c'est que le secteur privé a le savoir-faire pour produire, pour transporter, pour transformer et pour vendre. Frank, add to what he's saying, weigh in on what he's saying. Bien, alors Franck, par rapport à ceci, comment rebondissez-vous? Eh bien, je crois qu'effectivement, je voudrais également insister sur cette référence au savoir-faire. En effet, si je me réfère une fois de plus à mon expérience en Chine, je crois que l'une des grandes nuances ou différences, c'est que cette soif démesurée pour les connaissances qui était désirée donc, et enviée, je pense, dans tout le monde pour ce savoir-faire. Alors, je ne sais pas s'il est tout à fait sage d'envisager ou de dépeindre le secteur privé comme étant une source de capitaux plutôt qu'une source de savoir-faire. Alors, la fameuse révolution verte qui a eu lieu il y a longtemps en Asie aurait déjà dû avoir lieu en Afrique il y a de nombreuses années. Il n'y a plus aucun secret, finalement, entre guillemets, technique pour doubler les revenus sur le plan technique ou sur le plan financier. Mais ce qui manque encore, le maillon manquant, est plutôt justement les mécanismes de transfert du savoir-faire sur place et sur le terrain. Alors, comment procéder? Eh bien, tout d'abord, je pense qu'il faut entamer un changement ou une métamorphose culturelle. Il y a encore trop de chefs et de meneurs d'idées en Afrique qui n'acceptent pas vraiment l'idée que l'on puisse copier certaines idées ou voler certains savoir-faire avec fierté, sans aucune honte. Après tout, pourquoi ne pas importer telle ou telle technologie ou telle façon de faire, de même que les Chinois l'ont fait sans aucune honte, pour faire avancer les choses. Donc voilà un premier effort culturel à faire. Deuxièmement, je pense que l'Afrique doit développer davantage de débouchés, entre guillemets. Si vous n'avez pas d'institut de recherche, d'études comparatives sur l'infrastructure qui doivent travailler de concert avec le secteur privé, eh bien alors vous ne recueillerez pas les fruits de ce transfert de compétences. Troisièmement, il y a également un minimum de prérequis infrastructurels à opérer. Je ne pense pas seulement à l'électricité, mais par exemple à une espèce de guidage gouvernemental en matière de nœuds de développement. Attendez, laissez-moi résumer. Donc vous parlez d'infrastructure et vous introduisez des éléments assez novateurs, parce que l'agriculteur le président orateur nous a expliqué que l'agriculture présupposait le développement, au moins concomitant et parallèle, d'autres secteurs. Maintenant, vous nous parlez, en sens inverse, du fait que l'agriculture ne peut pas fonctionner sans une certaine infrastructure. Donc alors, on tourne un petit peu, c'est le serpent qui se mord la queue, entre guillemets, on ne sait plus par où commencer. Oui, alors voilà, écoutez, laissez-moi clarifier quelque chose. Évidemment, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Le secteur privé a un rôle très important à jouer pour miser sur le développement du secteur agricole. Mais quels sont les prérequis minimums dont je parlais, à part l'infrastructure, l'éducation, mais aussi la portée? Il faut savoir que si on n'a pas accès aux installations, quelles qu'elles soient, agricoles, alors rien ne peut avancer. Bien, Monsieur le ministre, vous vouliez dire quelque chose, je pense, avant de me tourner vers le public, parce que je demanderai aux micro-baladeurs de se préparer à répondre aux questions. La politique infrastructurelle, en ce qui concerne l'agriculture, ne doit pas être envisagée de manière cloisonnée.
La plupart de nos États sont engagés dans des politiques de développement des infrastructures. Il faut que les infrastructures agricoles s'imbriquent dans ces plans de développement des infrastructures. Il ne faut pas considérer les systèmes d'irrigation ou autres infrastructures agricoles comme étant des plans, des projets cloisonnés, séparés. Donc il faut ces synergies et ces complémentarités. La deuxième chose que je voulais ajouter, l'avenir du développement agricole, tout au moins pour un pays comme le Gabon, passe par l'implication de la jeunesse. Il faudrait que les politiques fassent en sorte que la jeunesse s'implique, que la jeunesse s'intéresse davantage, participe au développement agricole. C'est vraiment That's an important point. That's a very Je crois que c'est un point tout à fait important à souligner là, en effet. Et j'aurais aimé que vous vous attardiez brièvement sur cet aspect des choses, Monsieur le Ministre, si vous le permettez. La plupart des jeunes pensent que l'agriculture n'est plus un secteur, comment dirais-je, pour rester politiquement correct, sexy, et ce que je voulais dire et ce que je n'ai pas dit en anglais, pour valoir la peine finalement de s'y préparer ou de s'y consacrer. On préfère se tourner vers des profils ou des activités de col bleu. Politique, il faut que les politiques, depuis la formation des jeunes au métier agricole, d'une part, mais aussi tous les dispositifs d'accompagnement, les dispositifs financiers d'accompagnement qui doivent être mis en place pour que les jeunes qui s'intéressent à l'agriculture ne soient pas en but à toutes sortes de difficultés lorsqu'ils veulent initier des entreprises ou des projets agricoles. Donc il faut que, d'une part, la formation classique qui a été jusqu'ici de préparer les jeunes pour les fonctions du secteur agricole pour l'administration soit réorientée pour préparer les jeunes, n'est-ce pas, à faire de l'agriculture commerciale et à faire de l'agriculture comme une activité purement économique et de profit, d'une part. Et d'autre part, il faut que des dispositifs soient mis en place pour accompagner l'initiative privée de jeunes en matière agricole. Thank you. Thank you very much, Mr. Minister. Any questions? Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Quelles questions peut-on recevoir de la part du public? Ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, l'agriculture doit être une industrie? L'agriculture vivrière est morte dans tous les pays du monde. Est-ce que vous ne pensez pas que l'agriculture a besoin d'être mécanisée? On doit avoir des centres de recherche et développement. Et l'agriculture doit être prise et fonctionner dans des grands domaines agricoles. Okay. Merci. Thank you very much. We'll take another question from the audience to Merci beaucoup. On va peut-être commencer par sélectionner une autre question avant de procéder aux réponses. Oui, Retenons Ndiaye Sogara. J'ai une question qui s'adressera principalement à Monsieur le ministre gabonais, mais qui peut être partagée aux autres panélistes. La forêt gabonaise, vous l'avez dit, est un poumon écologique mondial. La forêt gabonaise, pour les populations gabonaises, permet de se nourrir, de se loger, de se développer par son exploitation du bois, mais aussi par le tourisme environnemental. Quel est le point d'équilibre au niveau des politiques gouvernementales pour répondre à ces attentes qui, parfois, sont contradictoires, voire conflictuelles? Merci. Thank you very much for that. Merci beaucoup pour cette question. J'en prendrai encore une troisième et dernière avant de me tourner vers les membres du panel. S'il y en a, du moins. Voilà, madame qui se trouve au milieu. Hello. Good morning. Bonjour. Oui, bonjour. De VGO. J'avais une question concernant plus particulièrement le Gabon, puisqu'on constate qu'effectivement, quasiment tous les produits qui consomment la population viennent d'autres pays, de près ou de loin. Et je n'ai pas encore identifié, est-ce qu'il y a des projets concrets d'industrialisation ou dans le volet Gabon vert pour répondre à cela, puisque ça permettrait notamment de réduire le prix des produits du peuple gabonais.
Okay, Mr. Minister, if you can. Bien. Monsieur le ministre, il nous reste quelques minutes pour répondre à ces questions. La question de M. Retenon Ndiaye. La loi définit deux domaines forestiers, le domaine permanent qui est alloué à la production, à la conservation, et puis le domaine rural qui définit l'accès des populations rurales à la forêt. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, nous sommes effectivement dans le cadre du plan d'affectation des terres, de faire en sorte qu'à terme, lorsque nous allons rentrer dans les affectations des terres pour les agro-industries, pour les grandes plantations, que les populations rurales ne soient pas délaissées, qu'elles ne soient pas favorisées par ce processus. Dans l'existant, en matière d'exploitation forestière, il y a des dispositions de la loi qui permettent aux populations de pouvoir accéder ou de pouvoir mener des activités d'exploitation forestière, que ce soit dans les petites coupes, sillage de long et autres activités de ce genre. Donc il n'y a pas véritablement de contradiction fondamentale dans la gestion actuelle de la forêt. Il se trouve que certaines mesures ont dû être suspendues, toujours avec le souci, n'est-ce pas, de préserver les intérêts des populations, mais aussi d'éviter que la forêt ne continue à être le terrain d'activités qui ne soient pas réglementaires ou qui soient illicites. Donc il y a forcément, de manière périodique, de manière continue, un processus d'évaluation, de réévaluation de certaines mesures, les corriger et faire en sorte que personne ne soit lésé. Donc c'est le but aujourd'hui de la réforme qui est engagée sur le code forestier, mais c'est aussi le but du plan d'affectation des terres. Alors, la question qui porte sur le coût d'importation des denrées alimentaires, je crois que le gouvernement avait pris il y a quelques années déjà un certain nombre de mesures fiscalo-douanières pour alléger les coûts des produits importés. Mais bien sûr, le Gabon reste un importateur net, n'est-ce pas, de nourriture et de denrées alimentaires. Et c'est pour cela que nous devons continuer et mettre en œuvre de manière plus accélérée les plans qui sont prévus, les plans de développement agricole qui sont prévus aujourd'hui. Mais comme je le disais tantôt, on peut, en voulant rattraper le retard, se précipiter, se lancer dans l'agro-industrie par un processus de marchandisation incontrôlée des terres qui sera préjudiciable après, ou on peut simplement se dire on a des plans qui ont été prévus, il faut commencer à les mettre en place de la meilleure manière. Hier, on a eu un débat sur la mise en œuvre justement des politiques, donc il faudrait qu'on réfléchisse dans ce sens-là pour voir comment mieux mettre en œuvre tout ce qui a déjà été prévu, que ce soit dans le domaine des agro-industries ou bien dans d'autres modèles de développement agricole qui sont dans les plans en cours. Mr. Minister, thank you very much. Oui, Monsieur le ministre, merci beaucoup. Je vais devoir vous limiter à 1 minute, voire 30 secondes même, pour me répondre rapidement les 3 priorités pour transformer l'agriculture en Afrique, selon vous. La compréhension de la culture. La deuxième, c'est-à-dire le deuxième véhicule de transformation, c'est de comprendre que la culture, ce n'est pas seulement l'exploitation agricole, c'est aussi tous les autres segments de la chaîne de valeur. Le troisième véhicule de transformation, c'est de dire l'Afrique est située entre les parallèles 40 nord et 40 sud du monde. Ça veut dire qu'on peut produire toutes les plantes du monde. Et on est divisé en 2 parties exactement par l'équateur. Donc on peut produire toutes les plantes du monde et 2 fois dans l'année. Et quatrièmement, l'autre véhicule, c'est de mobiliser et d'organiser le secteur privé pour leur donner l'information, la technologie
le financement, les marchés. Et effectivement, il a raison. Nous devons aller vers l'industrialisation de l'agriculture parce que nous sommes en retard 2 fois. Nous sommes en retard parce que nous avons un déficit actuel et nous sommes en retard parce que la population africaine va se multiplier dans 25 ans. Alors donc, industrialiser l'agriculture, c'est aussi emprunter les processus, les normes et les standards de l'industrie dans l'agriculture. Je vous remercie. Frank, you have about 30 seconds. 30 seconds, okay. On the question on mechanization, 30 secondes restantes. Eh bien, en fait, je pense que l'essentiel est de se rendre compte que l'agriculture doit être une activité tirée en avant par l'innovation. Il s'agit bien sûr de mettre au point des techniques de mécanisation, de déployer de la technologie innovatrice. Mais en ce qui concerne l'importation de la nourriture, il est évidemment scandaleux que l'Afrique continue à importer environ 40 à 50 milliards d'équivalents de nourriture. Alors, ceci a probablement à voir avec des régimes, enfin des intérêts protecteurs qui, évidemment, vont contre l'intérêt de l'Afrique et de son ouverture au monde. Très bien, oui, je crois qu'effectivement, j'ai eu l'occasion de relire ces statistiques récemment en parlant de 2,3 milliards d'habitants du continent africain d'ici 2050 qui ne arriveraient pas à se nourrir ni eux-mêmes ni les autres si nous ne réagissions pas rapidement sur le plan d'une agriculture aussi dynamique que possible. Je vous remercie à tous d'avoir participé à cette discussion et je vous salue. Ladies and gentlemen, please welcome. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir maintenant